Je veux donc souhaiter la bienvenue à tout le monde, bienvenue à une autre session de soirée conservation. C'est la deuxième session de l'année. On a eu la première session il y a de cela 2 semaines. Donc, soirée conservation a lieu chaque 2 semaines et c'est un événement organisé par Chef Screen Africa pour qui je travaille. Donc, moi, je m'appelle Laetitia, je serai votre modératrice, la modératrice donc tout au long de la soirée. Donc, revenons maintenant à la présentation de ce soir. Nous avons l'honneur d'avoir pour expert Monsieur John Katikomo. John est un humanitaire. Il est passionné par la cause des agriculteurs et donc c'est important pour lui que les agriculteurs comprennent, au-delà de toute position personnelle, le changement climatique est une réalité à laquelle ils doivent faire face. Donc ce soir, il vient nous parler des causes, des impacts et des solutions durables à la crise climatique en Afrique. Sans plus tarder, j'aimerais donc souhaiter la bienvenue à John. Et John, vous pouvez donc partager votre écran et prendre la parole. Merci. Merci beaucoup pour la parole, Madame Laetitia. Merci à tout le monde qui est dans la réunion. Je tiens à vous remercier pour votre présence. Comme on m'a présenté, je suis Katikomo John. Je suis un jeune acteur dans l'environnement et la réduction des risques et catastrophes. Je travaille avec la, le groupe consultatif de la jeunesse de l'Union africaine sur la réduction des risques et catastrophes, mais aussi avec localement avec l'organisation Enable the Disable Action. En fait, ce soir, nous allons parler sur un thème qui est comprendre la crise climatique, quelles sont les causes, mais aussi les impacts, et nous essaierons de voir les solutions durables que nous pouvons utiliser chez nous en Afrique pour essayer de lutter contre les changements climatiques. Alors, nous allons marcher sur ces 5 points. Avant de finir, nous allons parler de quelques définitions très importantes que nous pouvons comprendre sur les changements climatiques ou soit les climats, pour ceux qui ne se connaissent pas encore plus, parce que je sais qu'il y a peut-être certains qui sont experts ici dans la matière, mais il y a aussi les autres qui sont en train d'apprendre à partir de ces webinaires. Donc, ce sera aussi très mieux dans cette session que nous puissions parler de certaines définitions. Nous allons voir certaines causes du changement climatique, mais aussi les impacts du changement climatique et voir les solutions durables pour lutter contre les changements climatiques en Afrique. Et après, on sera en train de conclure. Euh, En parlant de quelques définitions, j'aimerais commencer par les climats. Les climats, ici, nous disons que c'est l'ensemble des éléments météorologiques ainsi que l'air dynamique qui caractérise un espace géographique donné. Quand je parle des climats, je vois plus les éléments du climat, je vois la précipitation, la température, les vents, l'humidité, mais aussi l'ensoleillement. Et alors ça, ce sont les éléments du climat. Mais quand on parle d'un climat, c'est l'ensemble de tous ces éléments, ainsi que leur dynamique ou leur interaction dans un milieu donné. Là, on sera en train de parler du climat. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle l'environnement. En réalité, ce qu'on définit l'environnement en termes simples, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Mais c'est ce que les gens disent. Mais l'environnement, en fait, c'est l'ensemble de conditions naturelles et culturelles qui peuvent agir sur les organismes vivants et des activités humaines. Donc, en général, sur la définition scientifique, l'environnement va plus dans le sens où on nous dit que c'est d'ailleurs l'ensemble de ces interactions qui sont physiques, chimiques, biologiques, mais aussi naturelles, qui ont des effets sur la vie de l'homme. Mais pour une définition très facile, on nous dit que l'environnement, c'est l'ensemble de tout ce qui nous entoure. Alors, les systèmes climatiques, ça sera aussi mieux de comprendre, c'est un ensemble qui alors englobe l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la géosphère, ainsi que toutes les interactions. Quand je parle de l'atmosphère, c'est l'ensemble de l'air qui c'est l'atmosphère, ça concerne plus l'air que nous respirons, mais plus nous voyons l'hydrosphère, c'est la sphère hydrique, et si nous voyons la biosphère, c'est la sphère de la vie ou biologique, mais aussi les géosphères, c'est la sphère géographique.
L'ensemble de toutes ces choses, l'ensemble de l'eau, l'ensemble de l'air, l'ensemble de la vie biologique, mais aussi l'ensemble de la Terre et tout ce qui avec leur sphère, ensemble de toutes ces sphères et leur interaction, c'est ce qu'on appelle système climatique. Alors, qu'est-ce que signifie alors le changement climatique? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons définir. Beaucoup de gens parlent du changement climatique. Changement climatique, c'est devenu quelque chose d'actualité dans nos communautés. Alors, le changement climatique, c'est la modification de la moyenne des paramètres météorologiques. Quand je parle de la modification des moyennes météorologiques, temps, précipitation et vent, qui définissent un climat ou sa variabilité. C'est ce qu'on appelle changement climatique. C'est la modification de moyenne des paramètres. Quand j'étais en train de définir le climat, j'ai dit que c'est l'ensemble des éléments météorologiques. Alors, lorsqu'il y a modification de ces éléments météorologiques, là, nous voyons la précipitation, la température et tout ce qui va avec. Là, nous allons parler du changement climatique. Mais il y a toute une différence entre changement climatique et modification climatique. Parce qu'à un moment donné, on parle du changement climatique quand ces modifications de ces paramètres s'observent d'une période allant de 5 à 25 ans. Mais si ce sont des périodes inférieures à 5 à 25 ans, là, on sera en train de parler de modifications un peu, ou soit de dérèglements climatiques. C'est pourquoi les gens parlent de ces choses-là. Mais changement climatique, c'est annoncé par un gouvernement, c'est annoncé par la communauté internationale, c'est annoncé par UNEP, l'Organisation internationale des Nations Unies pour l'environnement, ou soit UNFCCC, c'est eux qui annoncent qu'il y a changement climatique. Alors, c'est ça la différence. Alors, essayons de continuer toujours dans les définitions. Je ne sais pas si mes slides sont visibles toujours. Essayons de partir dans les définitions. Nous allons voir qu'est-ce que signifie gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre sont des constituants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent les rayonnements infrarouges. Ce sont des constituants gazeux, mais aussi de l'atmosphère, qui sont peut-être naturels ou anthropiques, qui peuvent absorber et réémettre les rayonnements infrarouges. Donc, c'est ça, les gaz à effet de serre. Et il y a un moment donné, j'étais en train d'expliquer aux amis sur les gaz, et j'ai dit que même quand vous faites vous bouillissez l'eau, par exemple, à la maison, après que vous enlevez la couvercle, la partie, la vapeur là qui vient, c'est aussi des gaz. Mais ce n'est pas des gaz à effet de serre, mais c'est aussi des gaz, cette vapeur. Alors, l'adaptation, il y a des éléments que nous devons comprendre quand nous parlons du changement climatique en Afrique ou soit ailleurs. On doit comprendre ce que signifie l'adaptation. Alors, l'adaptation a des termes plus simples. C'est l'ajustement des systèmes naturels ou humains qui essaient de réduire les dégâts engendrés par les changements climatiques ou d'en exploiter les avantages. En termes simples, l'adaptation, ce sont des moyens ou des mécanismes que l'homme peut utiliser pour essayer de s'acclimater ou soit de s'habituer petit à petit aux effets du changement climatique. Mais en s'habituant, je peux dire, on s'adapte. On s'adapte aux situations qui arrivent dans nos communautés. On s'adapte aux situations et on essaie de créer des systèmes de résilience qui peuvent faciliter en sorte que nos communautés puissent essayer à vivre avec. Parce que vivre avec, c'est qu'il y a déjà des dégâts, c'est qu'il y a déjà des problèmes, mais nous devons, en tant qu'humains, essayer de vivre avec ces effets du changement climatique actuellement qui affectent nos communautés en Afrique. Alors, il y a ce qu'on appelle aussi atténuation. Alors, l'atténuation, c'est l'action de réduire alors les émissions de gaz à effet de serre et multiplier le puits de carbone pour limiter le changement climatique. Alors, dans des termes simples, je peux dire, l'atténuation, ce sont des actions que nous devons faire, que les communautés peuvent faire, que les entreprises peuvent faire, que les gens peuvent faire pour essayer de diminuer alors les actions que nous faisons qui détruisent l'environnement, par exemple. Et ça, c'est pour les pays développés. Nous sommes tous sans ignorer que l'Afrique pollue la nature à moins de 4%, mais les pays développés polluent à plus de 96%. Alors, ces pays-là, ils sont appelés à atténuer, ils sont appelés à diminuer leurs effets, leurs actions qu'ils font pour détruire l'environnement. Alors, c'est là qu'on leur dit de réduire les gaz à effet de serre à un certain pourcentage. Si vous voyez aujourd'hui, ça va jusqu'à 1,5 degrés Celsius.
qu'on demande. Alors, alors, on va essayer de discuter certaines choses. Par exemple, le protocole de Kyoto. Bon, ça, c'est juste à titre informatif. Ce sont des accords internationaux qui ont couvert la période entre 2008 et 2012 pour ralentir les changements climatiques. Donc, ça, ce sont des accords que les pays se sont mis en compte ensemble pour essayer de réduire de ralentir, disons, les effets du changement climatique allant de la période de 2008 à 2012. Donc, actuellement, la période de Kyoto n'est pas, le protocole de Kyoto n'est pas vraiment en application parce que sa période est déjà finie. Mais c'était mieux à titre informatif de le savoir. Alors, allant toujours dans le sens des définitions, je peux voir dans le sens des conventions des Nations Unies sur les changements climatiques. Beaucoup de gens connaissent ces NUCC, en anglais c'est UNFCCC. C'est un traité des Nations Unies de 1992 appelant la stabilisation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère à un niveau qui n'affectait pas dangereusement le climat, qui n'affecterait pas le climat de la Terre. Alors, il y a ce qu'on appelle la conférence des parties que nous tous nous connaissons, le COP, le COP. Ce sont des instances de décisions composées des parties qui ratifient la convention des cadres des Nations Unies sur les changements climatiques. Donc, c'est là où les parties se rencontrent, les dirigeants politiques, les organisations internationales, les activistes, les jeunes et toutes les parties prenantes confondues, ils se rencontrent là-bas pour prendre des décisions sur l'avenir de la planète dans le cadre du changement climatique. Et cette convention, elle a été mise en place par les Nations Unies. Et actuellement, si nous connaissons bien, nous avions fini la 30e COP qui s'est passée au Brésil. Et cette année, ça va se passer en Turquie, la COP 31. Alors, il y a ce qu'on appelle ACS, c'est African Climate Summit. African Climate Summit, c'est comme la COP, mais pour les Africains, je peux dire. Cette COP est là, elle permet aux Africains de travailler ensemble et d'avoir un point commun dans le cadre de la diplomatie climatique. Quand ils vont partir, par exemple, à la COP, qu'ils puissent avoir un point commun à décider ou à discuter. Et là, nous pouvons voir la réduction des énergies fossiles et tout ce qui va avec. Si nous voyons ACS, actuellement, nous sommes au deuxième ACS. Le premier était à Nairobi en 2023 et ça se passe chaque après 2 ans. Et le deuxième, c'était à Addis Ababa en 2025. C'est African Climate Week. African Climate Week aussi, c'est dans le même cadre. C'est la semaine climatique qui se passe aussi en Afrique. C'était dans le même cadre de Africa Climate Summit, mais actuellement, Africa Climate Week vraiment est en train de diminuer parce que le premier, c'était au Gabon, le deuxième, c'était aussi au Kenya, mais après ça, il n'y a pas vraiment de suivi par rapport à ça. Il y a par exemple aussi AICA, c'est African Youth Climate Assembly. Ce sont des choses à titre informatif, des conférences qui se font. Ça, c'est pour les jeunes. Et nous sommes aussi à la deuxième phase actuellement qui s'est passée à Addis Ababa parce que ça s'est fait toujours concomitamment avec African Climate Summit. Donc, beaucoup de jeunes y participent. Nous avons eu la chance d'y participer pendant beaucoup d'années. Alors, essayant de voir ça, je vais alors parler de mon sujet, qui est la généralité sur les causes, les impacts et les solutions sur les changements climatiques. Qu'est-ce qui généralise en fait? Qu'est-ce qui met en corrélation les trois points? Alors, si vous voyez cette image ici, je ne sais pas si vous êtes en train de voir l'image. Alors, parlant de cette image, ça parle de tous les sujets qu'on devrait débattre aujourd'hui. Parce que le point 1, si vous voyez bien, ça parle de la concentration des gaz à effet de serre. Alors, cette concentration de gaz à effet de serre, c'est un problème. Comme j'avais dit auparavant, au début, les pays du Nord, les pays développés, ils détruisent l'environnement. Ils sont à la base de la destruction de l'environnement. Et si vous voyez bien, et ce qu'ils font, c'est quoi? Ce sont des causes, en fait. Ce sont des causes profondes. Les causes viennent de pays qui polluent l'environnement. Et la première cause, c'est la concentration des gaz à effet de serre. Et cette concentration des gaz à effet de serre, elle est dite, par exemple, à des actions que les hommes font. La pollution,
l'utilisation des énergies fossiles à grande quantité, l'industrialisation, la mauvaise industrialisation, et cela détruit plus, ça fait en sorte qu'il y ait une concentration de gaz à effet de serre dans la nature. Alors cela a plus d'impact. Et le plus grand impact, c'est les changements climatiques. Parce quand il y a cause, l'impact, c'est les changements climatiques. Il y a concentration de gaz, qu'est-ce qu'il y aura? Quelle est la suite qui va arriver? C'est les changements climatiques. Alors nous, en tant qu'Africains, nous subissons les effets du changement climatique. Alors, la cause, la plus grande cause, la cause fait en sorte que nous puissions avoir l'impact. Or, l'impact, c'est les changements climatiques. Alors, quelles sont les réponses? Les réponses ou les solutions à ces problèmes, c'est l'atténuation et l'adaptation. Si vous voyez bien la flèche de l'atténuation, ça monte jusqu'à la concentration des gaz à effet de serre. Mais la réponse du changement climatique, ça remonte sur de l'adaptation, ça remonte sur l'impact. Alors, l'impact du changement climatique, qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant que pays du Nord, nous devons essayer de réfléchir sur les solutions qui nous permettent de résister aux effets du changement climatique, la résilience ou l'adaptation aux effets du changement climatique. Ce sont les actions que nous devons faire. Mais eux, des pays du Nord, ils doivent aussi se concentrer sur l'atténuation. Ils doivent nécessairement réduire leurs effets sur les changements climatiques. Deuxièmement, je vais essayer d'expliquer les causes du changement climatique, vite, pour voir comment nous allons pas prendre beaucoup de temps. Les causes anthropiques du changement climatique, quand je dis anthropique, je vois ce qui sont causés par l'homme. Alors, il y a ici un chemin que vous voyez, il y a la production des ciments, il y a les fossiles fuel combustibles, donc les combustibles fossiles, la déforestation, la, la mauvaise utilisation des terres agricoles. Alors, ce sont des causes anthropiques. Il y a des combustions fossiles, il y a la fabrication des ciments, il y a la déforestation. C'est quand je parle de combustibles fossiles actuellement, c'est la grande cause. La déforestation aussi, c'est la grande cause dans les pays du Sud. Donc, il y a aussi les changements d'affectation des terres agricoles. Ça, c'est aussi ce sont des grandes causes du changement climatique qui sont causées par l'homme lui-même actuellement. Je peux aussi dire actuellement avec des technologies et tout ce qui va avec, ça commence à toucher directement. Mais ce sont les grandes causes. Si vous voyez bien actuellement, les causes anthropiques, il y a les combustibles fossiles, il y a la fabrication des ciments, la déforestation et les changements d'affectation des terres agricoles. Ça touche directement au climat, en fait. Et quelles sont les causes naturelles alors? Il y a la variation de l'insolation due à la perturbation de l'orbite que la Terre décrit autour du Soleil. Il y a les changements de flux d'énergie solaire. Il y a l'ingestion de poussière volcanique dans la stratosphère. Là, je suis en train de voir les cas, par exemple, d'ici chez nous à Goma, en République démocratique du Congo, avec le volcan Nyiragongo. Donc, ce sont deux causes. Il y a les changements de la circulation globale de l'océan ou le développement d'instabilité de calottes glaciaires. Et là, c'est très fréquent dans les milieux qui sont proches des océans. Si vous allez, par exemple, à Dar es Salaam, vous allez à Mombasa, vous allez dans la ville de Matadi, en RDC, il y a ça, il y a ces problèmes, il y a une forte chaleur à cause du changement de circulation globale des océans. Alors, quelles sont les causes du changement climatique? Ça, je vais juste passer vite parce qu'on avait déjà parlé de certaines causes, mais je fais ça dans le cadre illustratif de vous montrer comment ça s'est fait. Alors ici, nous avons ce qui est en jaune, c'est le soleil. Il y a aussi la planète, il y a aussi les gaz à effet de serre, comme vous êtes en train de voir. Alors, en passant, une partie les rayonnements solaires traversent l'atmosphère. Alors, une partie est donc réfléchie dans l'espace. Quand les rayonnements solaires traversent l'atmosphère, une partie est réfléchie dans l'espace. Et qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a ce qu'on appelle la surface de la Terre est chauffée par des soleils et rayonne cette chaleur vers l'espace. Quand la surface de la Terre est chauffée, ça rayonne cette chaleur vers l'espace. Et qu'est-ce que cela cause?
il y a une partie de l'énergie qui est donc réfléchie vers l'espace. Parce que premièrement, il y a les rayonnements solaires qui vont traverser la Terre. La surface de la Terre étant chauffée, et se rayonne sur la chaleur vers l'espace, une partie de l'énergie sera réfléchie dans l'espace. Alors c'est là, les gaz à effet de serre va être emprisonné une partie de la chaleur, ce qui entraîne un réchauffement de la planète. Alors, quand il y a ça, avec les gaz à effet de serre, comme j'étais en train de l'expliquer, ça va, ça va faire en sorte, ça va emprisonner une partie de la chaleur et cela va faire en sorte que cette chaleur va être emprisonnée dans l'espace et cela sera à la base du réchauffement de la planète. Alors, pour bien l'expliquer en termes illustratifs, comme j'étais en train de le dire, il y a le soleil là en haut, il y a par exemple les gaz à effet de serre. Nous produisons des gaz. Nous sommes en train de polluer la nature avec nos industries fossiles. Avec ces industries fossiles, il y a par exemple l'utilisation de ces carburants à grand excès. Je ne refuse pas que nous devons les utiliser dans nos transports, mais nous devons atténuer petit à petit parce que la planète est en train de se chauffer. Et alors, il y a par exemple ce que nous voyons dans des pays européens, il y a des feux de brousse, il y a ces systèmes avec les brûlis et tout ce qui va avec, les canicules, ça brûle de forêt et tout ça, ça emprisonne des gaz à effet de serre dans la nature et vous allez voir comment le gaz à effet de serre est en train de bloquer cette nature et enfin, il y aura, cela va empêcher une partie des rayonnements infrarouges à répartir dans l'espace mais aussi les niveaux les plus élevés de gaz à effet de serre vont piéger plus la chaleur dans l'atmosphère et cela va entraîner une grande élévation des températures sur la planète. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocus. Je peux dire que pour mieux l'expliquer, c'est que dans les airs, il y a des tripes comme des glaciers. Alors, il y a le soleil qui est en haut et il y a des gaz qui sont en bas. Alors, au milieu, il y a des glaciers. Au milieu, il y a des glaces. Mais ces glaciers, au lieu de s'échauffer seulement en haut, ils s'échauffent en haut et en bas. Donc, ils sont au milieu, ils subissent la force d'en bas. Dans le cadre de la chaleur, il y a une chaleur aussi qui vient d'en haut et ils cèdent facilement. Ce qui va faire en sorte que dans certaines régions, plus les glaces, il y aura des pluies, à un moment donné, des pluies toxiques, il y aura plus de pluies et le soleil va atteindre directement la couche terrestre et la couche terrestre sera très chauffée. Pourquoi? Parce que nous faisons des actions qui détruisent notre nature sans pour autant aider aussi cette nature à bien dégager ces gaz que nous produisons. Par exemple, en plantant les arbres et tout ce qui va avec. Nous allons voir ces actions. Alors, quels sont les impacts du changement climatique? Il y a par exemple la désertification. Le changement climatique détruit la qualité de l'eau. Le changement climatique est à la base de la destruction de la biodiversité. Le changement climatique est à la base des inondations. Il y a aussi des pertes économiques, mais il y a aussi l'apparition de nouvelles maladies. Parce qu'avec les changements climatiques, il y a beaucoup de choses qui apparaissent dans la nature. À titre illustratif, je peux l'illustrer comme ça peut-être. Les impacts du changement climatique, comme j'étais en train de le dire, vous voyez, le global warming, c'est les réchauffements climatiques. Donc la planète, elle est réchauffée, elle devient très chaud. Il y a le water scarcity qui est le manque de l'eau potable, hein. Donc il n'y a pas d'eau. Il y a les inondations, comme on était en train de le voir. Il y a aussi la désertification. Il y a la biodiversité qui est détruite. Il y a l'apparition de nouvelles maladies. Et d'ailleurs, peut-être dans les jours à venir, nous allons parler quels sont les impacts, par exemple, du changement climatique sur la santé mentale, sur la santé humaine. Ça existe actuellement. Il y a beaucoup de maladies. Il y a, par exemple, si vous allez dans les maladies, il y a des anxiétés, des éco-anxiétés qui existent. Ce sont des anxiétés écologiques. Actuellement, il y a des gens qui souffrent des éco-anxiétés. Il y a des gens qui souffrent de maladies psychiques liées au manque, à la destruction écologique. Donc, ce sont des choses comme ça. Il y a aussi les inondations. Tout ça, ce sont les impacts du changement climatique. Et quels sont ces gens qui subissent ça? Nous, les gens de l'Est. Nous, les gens, non, du Sud, je vais dire. Nous, les gens qui vivons dans les pays sous-développés, c'est nous qui vivons ces impacts. C'est chez nous qu'il y a réchauffement, c'est chez nous qu'il n'y a pas de l'eau, c'est chez nous qu'il y a la désertification. La nature, elle est en train d'être détruite dans certains parcs.
Mais aussi, par exemple, les inondations, nous en sommes témoins de ce qui se passe à Kinshasa, par exemple, ce qui se passe ce qui s'est passé ici au nord de Kivu, à Bouchouchou, ce qui s'est passé aussi de Kivu, je peux dire, ce qui se passe même, ce qui se passe ici chez nous à Rubaya et tout, avec tout ça, mauvaise exploitation de ressources, tout ça. Les pertes économiques, parce que lorsqu'il y a ça, il y a des vies humaines qui sont perdues, il y a des gens qui perdent leur économie, il n'y a pas d'argent, il y a tout. Et là, ce sont des impacts que nous subissons, nous, les pays du Sud. Alors, les changements climatiques sont susceptibles à transformer les aspects de la vie humaine. Ça, j'étais en train de le dire. C'est presque la même chose. C'est un schéma. Comme vous voyez, il y a l'argent qui est perdu, il y a l'atmosphère, la couche ozone qui est, qui est détruite, il y a les maladies, la biodiversité est perdue, il y a la déforestation, il y a l'eau qui est qui est polluée, il y a la désertification dans nos natures et la qualité de l'air, elle est détruite. Et tout ça, ce sont les impacts directs du changement climatique. Alors, quelles sont les solutions alors durables pour lutter contre les changements climatiques? Alors, pour lutter contre les changements climatiques, ce qu'il faut faire, la première des choses, la première solution que nous avions proposée, c'est de contenir la hausse des températures. Alors, si vous voyez ici, c'est une image des ABC que je vais vous expliquer. Il y a ces schémas ici qui montrent que il y a augmentation de la température, il y a aussi les changements d'un paramètre des systèmes climatiques, il y a augmentation aussi des gaz à effet de serre. C'est un cycle. Le réchauffement climatique peut entraîner son propre renforcement via les boucles d'électroactifs qui est positive. Alors, au-delà des 2 degrés Celsius, il y a des effets de franchissement des seuils irréversibles qui conduisent à un basculement dangereux pour la condition humaine. Alors, c'est pourquoi on nous dit de maintenir la température à 1,5 degré Celsius pour ne pas retrouver à ces rétroactions. Parce que plus il y a augmentation de la température, les changements de paramètres du système climatique augmentent et cela augmente, je peux dire, l'augmentation des effets de serre augmente la température, mais aussi il y a les changements de paramètres. Donc, ce que nous devons faire en tant qu'humains, premièrement, c'est d'éviter ces actions-là qui font en sorte que la température puisse augmenter du jour au lendemain. Ce que nous devons faire, c'est de diminuer d'abord les actions qui peuvent polluer, qui peuvent faire en sorte que nous puissions faire les gaz à effet de serre, mais aussi pour ne pas augmenter tout en diminuant, pour qu'ils peuvent aider et cela peut aider à diminuer progressivement notre température et cela va nous permettre de bien vivre dans un climat très apaisé, mais aussi en faisant des actions. Donc, maintenons notre température, contenir la hausse des températures à un niveau donné. Donc, qu'on ne puisse pas accepter que la température monte, mais que nous puissions faire des actions durables pour maintenir, pour contenir cette température à 1,5 degré Celsius. Alors, je peux dire ici, c'est juste des illustrations, sortir des énergies fossiles. Ça, ce sont des illustrations de pipeline, de pétrole dans ces pays producteurs, mais aussi ici, ce sont des activistes qui ont fait des actions pour lutter contre des énergies fossiles dans le cadre des projets Stop Eco. Vous connaissez tout ce qui se passe en Ouganda et en Tanzanie avec le Léodib, les plus grands qui va passer dans ces 2 pays. Alors, les jeunes acteurs du climat en République démocratique du Congo ont travaillé pour se dire Stop ICOP en collaboration avec les jeunes d'autres pays pour essayer de demander à nos gouvernements de diminuer ces actions et de sortir progressivement des énergies fossiles et d'entamer des énergies propres. Alors, c'est l'illustration de ces 2 photos où il y a des barils de pétrole à côté, mais il y a aussi des jeunes qui sont en train de dire non à l'exploitation du pétrole. Il y a aussi celui que je peux dire développer des énergies renouvelables. Et là, je suis en train de voir les énergies solaires, des énergies éoliennes. Il y a aussi des énergies à base des céréales qui sont actuellement possibles à avoir. Donc, il y a beaucoup de choses à part ça. Il y a les énergies hydroélectriques. Donc, au lieu d'utiliser les groupes électrogènes, au lieu d'utiliser des choses qui vont détruire l'environnement, mais c'est durable. Parce que si nous utilisons les énergies renouvelables, c'est durable, c'est propre, c'est facile à utiliser. Il y a d'autres énergies simples que je peux dire. Il y a par exemple ce qui utilise les briquettes écologiques
qui sont aussi très écologiques. Ce sont des énergies renouvelables qui sont fabriquées à base de déchets ménagers et qui ne polluent pas l'environnement que les macas, par exemple, que nous utilisons. Le maca qui est produit à base qui sont à la base de la déforestation de nos forêts en République démocratique du Congo et ailleurs, en Afrique. Bon, là, je ne suis pas en train de parler du Congo seulement, mais en Afrique aussi, beaucoup de gens souffrent de ça. Donc, nous devons développer, ce sont des énergies faciles à avoir. Si vous n'avez pas beaucoup de moyens, vous pouvez utiliser par exemple des briquettes écologiques. Vous pouvez par exemple utiliser des panneaux solaires au lieu d'acheter chaque jour le pétrole pour mettre dans vos petites lampes à la maison. Mais il y a aussi des énergies éoliennes. Bon, là, c'est un peu coûté dans les projets grands. Il y a aussi des barrages hydroélectriques. Donc, nous devons disponibiliser ça à nos communautés locales pour qu'ils puissent avoir des énergies à temps réel. Et j'ai vu aussi dans certains pays comme en Éthiopie, on utilise ces briquettes, pas à base de déchets ménagers, mais à base de tourteaux qu'on utilise, des déchets par exemple de riz, des tourteaux du riz, et qu'on peut utiliser dans le cadre. On l'utilise par exemple dans l'essence de, de cuire la nourriture, mais il y a un petit chargeur qui est sur le brasero et qui peut charger même des téléphones et qui peut allumer la lampe. Donc, c'est possible avec de nouvelles technologies de développer ça. Alors, il y a aussi la communication digitale. Pourquoi j'ai mis la communication digitale comme solution? Là, j'étais en train de voir la nouvelle génération. Nous sommes ici, par exemple. Nous ne sommes pas au même endroit, mais nous sommes en train de discuter. C'est dans le cadre, par exemple, des systèmes qui utilisent ShareScreen pour essayer de communiquer, pour essayer d'informer à la communauté. C'est la communication digitale. Nous sommes avec beaucoup. On ne se connaît pas peut-être avec certains. On ne s'est pas encore vu, mais nous communiquons, nous faisons des réunions, nous faisons des conférences et des travaux. Donc, c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Le monde est dominé par la technologie et surtout par la communication digitale. Alors, nous, en tant que jeunes, nous, en tant qu'acteurs et avec tout le monde, nous devons savoir dire à ces gens comment vous pouvez faire la communication digitale. Par exemple, il y a des messages simples que les gens peuvent communiquer et cela va changer l'imagination des gens sur les actions climatiques. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est une affaire des Blancs, c'est une affaire des gens qui souffrent. Mais si vous dites que c'est une affaire des Blancs, nous subissons les effets. Nous avions vu ce qui s'est passé à Calais, nous avions vu ce qui s'est passé à Kinshasa, nous voyons ce qui se passe dans notre pays actuellement, nous voyons ce qui se passe en Afrique. Si vous allez dans les pays comme le Kenya, il y a des parties qui sont déjà désertiques. Si vous allez dans la région du Sahel, ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Donc, nous sommes, en tant qu'Africains, aussi censés à connaître ça. Alors, la communication digitale, je me suis outillé aussi sur ça parce que je ne suis pas vraiment spécialiste en communication, mais j'ai cherché quelque part, j'ai dit 10 points de communication sur le climat et à rectifier d'urgence. Par exemple, la planète n'est pas en danger. Nous sommes en danger. Il ne faut pas dire la planète n'est pas en danger. La planète, par exemple, nous allons dire, la planète n'est pas en danger, c'est nous qui sommes en danger. Par exemple, le réchauffement climatique n'est pas naturel, c'est notre faute. Et ça ne fait aucun doute, je peux dire. Le climat n'est pas qu'une affaire de CO2, par exemple. Les changements climatiques, c'est maintenant. Ce sont des messages que vous pouvez utiliser pour essayer d'informer les jeunes, pour essayer de sensibiliser la communauté. Par exemple, on peut se dire, l'homme ne s'adaptera pas sans anticipation. Par exemple, on peut dire, la physique se fout des promesses. La déneutralité carbone à l'horizon 2050, la physique n'a que faire des promesses ou des états d'âme. Par exemple, il peut dire le climat n'est pas qu'un problème physique, c'est aussi un problème politique et moral. Ce sont des communications. Par exemple, ce que j'étais en train de dire, si nous échouons à maintenir un réchauffement planétaire à plus d'1 degré Celsius, la prochaine cible n'est pas plus de 2 degrés Celsius, mais c'est plus de 1,51 degrés Celsius. Ce sont des communications. Donc, ce n'est pas trop tard, par exemple, nous avons notre avenir climatique entre nos mains. C'est juste des communications digitales qui peuvent aider aussi comme solution durable pour lutter contre les effets du changement climatique. Il y a la suite des solutions, c'est défaire, quand je suis en train de dire les défaire des lobbies climato-sceptiques. Actuellement, nous sommes en train de subir les lobbies climato-sceptiques avec ce qui gère le monde actuel. Il y a par exemple les grands pollueurs comme les États-Unis, il y a la Chine, il y a ces pays-là, la Russie et tout ce qui va avec, les pays européens, qui sont de grands pollueurs.
Mais les dirigeants qui gèrent actuellement sont devenus des climato-sceptiques. Donc, pour eux, parce que nous avons entendu tout ce que le président Donald Trump a dit, que les affaires climatiques, c'est une arnaque. Ce sont des choses que je ne peux pas vous tromper, mais c'est une réalité. Alors, pourtant, nous, les pays africains, je peux dire la vérité, nous sommes, euh, nous sommes victimes de ces effets du changement climatique. Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant que pays africains? Nous devons lutter. Nous devons nous adapter. Mais en nous adaptant, nous avons besoin de fonds d'adaptation. D'où viennent ces fonds d'adaptation? De ces pays-là. Alors, si ça ne vient pas de là, comment nous allons vivre? Nous sommes obligés de nous adapter. Même sans fonds ou avec fonds, nous sommes obligés de nous adapter parce que c'est une vie de tous les jours. Alors, quelqu'un, il dit, par exemple, ce que vous voyez ici, plus que 3 ans pour garder un monde vivable. C'est les GIEC qui dit ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? Supprimer les GIEC, par exemple. Quelqu'un va te dire, je vais supprimer les GIEC. Et vous avez vu, ce que je suis en train de parler ici, c'est la réalité. Actuellement, les États-Unis, ils ont retiré les raccords avec les GIEC et tout ce qui va avec. Ils ont retiré même beaucoup d'argent qui finançait les GIEC. Pourtant, c'est les GIEC, c'est un groupe qui travaille sur les recherches sur le climat, donc des experts climatiques. Alors ça, c'est un problème. Alors nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que les gens conscients de ce que nous vivons sur la planète, nous devons défaire ces lobbies climato-sceptiques et montrer à la communauté que c'est une réalité. Le changement climatique est réel parce que nous le vivons du jour au lendemain actuellement dans nos communautés. Alors, à part ça, il y a l'agriculture durable et urbaine. Ça, ce sont des projets que nous faisons en République démocratique du Congo, à Goma, avec les jeunes entrepreneurs, mais aussi les jeunes qui veulent beaucoup plus travailler dans l'agriculture et l'entrepreneuriat vert. Et nous avions formé beaucoup de jeunes, plus de 40 pour un début, pour la première session. Et les sessions vont continuer toujours avec certaines organisations de la place, que je salue même, qui sont dans la réunion ici. Alors, ces actions sont très importantes parce que l'agriculture agroécologie, si vous voyez bien ces champs, c'est un champ d'une ville. Ici, c'est à Goma. Bon, ce sont des endroits un peu périphériques de Goma. Goma, actuellement, est en train d'être une grande ville avec plus de 2 millions d'habitants. Alors, vous voyez, autour de notre champ, il y a des eucalyptus qui sont là. Il y a d'autres arbres. Il y a, par exemple, pas les là, il y a aussi à l'intérieur des bananiers, il y a tout, mais il y a aussi des choux que nous essayons de planter. Pourquoi? Parce que nous savons, comme je vous l'avais dit, que la mauvaise affectation des terres agricoles est aussi à la base du changement climatique. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous essayons d'enseigner à ces jeunes ou à des communautés, à nos mamans aussi, des victimes, par exemple, des guerres, comment ils peuvent s'autonomiser dans l'agriculture durable, avoir de l'argent tout en respectant les principes de la protection de l'environnement, tout en respectant le principe de l'agriculture durable et urbaine. C'est possible de manger en protégeant l'environnement, c'est possible de faire le business en protégeant l'environnement, c'est possible de conduire votre véhicule tout en protégeant l'environnement. Donc, c'est ce que nous essayons d'en prendre aux gens ici. Alors, il y a aussi la plantation des arbres. Ça, ce sont des illustrations avec des jeunes que nous faisons beaucoup plus sur les collines, dans les villes, pour essayer de faire des mobilisations communautaires en plantant les arbres dans nos communautés pour essayer de lutter contre la déforestation et ramener notre planète à maintenir sa raison de 1,5 degrés Celsius. Alors, à part la plantation des arbres, il y a ce que nous appelons la justice climatique. Alors, quand je suis en train de parler de la justice climatique, cette illustration, elle va plus dans le sens où, si vous voyez bien, les lois climatiques, les conventions, les traités, les conférences, les chartes et tout ce qui va avec, dans le cadre climatique, doit être en corrélation avec les, les, avec les actions climatiques que nous menons sur la Terre. Donc, il doit y avoir une justice climatique. Et quand on parle de la justice climatique, on voit l'équité, on voit les droits de chacun à recevoir ce qui lui revient dans le cadre climatique. Et là, vous voyez, par exemple, ce que les pays d'ici doivent respecter, c'est de maintenir leur température. Non, les pays d'ici doivent s'adapter aux effets du changement climatique. Ce qu'ils doivent recevoir, par exemple, le fonds direct lié à l'adaptation et à la résilience climatique, mais aussi les pays du Nord doivent à tout prix travailler sur l'atténuation et donc
en travaillant sur l'atténuation, ils sont obligés de payer les pertes et dommages qui sont causés par qui sont causés aux pays du Sud. Alors, ces pays du Sud que nous sommes aussi là à travailler dur, à réclamer et à parler beaucoup, à faire des actions pour dire que justice climatique soit faite pour que nous puissions recevoir ce qui doit nous revenir de droits, acquis des droits, parce que c'était signé à la COP 21 à Paris en 2015. Donc c'est très possible et c'est possible. Donc cette justice, elle est normale. C'est pourquoi c'est très important d'avoir des instances climatiques. Et c'est un problème, vous savez, actuellement avec il y a l'injustice climatique qui règne parce que des fois nous ne recevons pas ce que nous devons recevoir. Mais il est de notre droit de les recevoir parce que nous demandons aussi, par exemple, d'avoir des, de- des instances comme la CPI, par exemple, pour le climat, pour que les problèmes climatiques soient aussi débattus au niveau international. Alors, à part ça, pour finir, il y a ce que je peux dire, soutenir de la diplomatie climatique dans le monde. Il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de conférences qui se font, il y a beaucoup des ateliers qui se font dans le monde, il y a beaucoup de choses qui se font dans le monde, les COP, tout ce que j'étais en train de vous citer là-bas, ce sont des activités qui se font. Alors nous encourageons les jeunes, les entrepreneurs, les acteurs, les humanitaires, les politiciens à y aller pour faire des lobbies. Parce que cet argent-là, ce sont ces gens qui vont dans ces conférences qui en ont. Donc, nous devons y aller pour aller plaider pour que nos communautés, notre pays puissent être éligibles, nos pays africains puissent être éligibles et accéder à ces financements qui existent et que nous avons peut-être difficile à trouver parce que nous ne savons pas réclamer. Alors, c'est avec ça peut-être que j'essaierai de conclure mon speech de ce soir en disant que les problèmes sont considérables, mais aussi les faits sont très phénoménaux. Il est donc à nous d'essayer de coopérer, de discuter et de faire des partenariats, parce que j'étais en train de vous citer, mais si vous voyez dans les objectifs du développement durable, les derniers objectifs, 17e, c'est le partenariat, c'est la collaboration. Nous devons coopérer et cela ne doit pas se limiter seulement sur l'échelle nationale ou soit locale, mais ça doit aller sur l'échelle mondiale et partager le coût d'une façon égale pour essayer d'éviter que notre planète ne se détruise à elle-même. Parce que si nous la laissons, ça va se détruire. Nous devons travailler sur ça, mais ça va se détruire si nous ne travaillons pas. Alors, tout pour prendre des guides avisés, équilibre et jugement, de sorte que nous ne puissions pas à notre tour léguer un environnement à nos enfants qui ne soit pas durable et qui ne respecte pas les objectifs du développement durable, qui est riche, mais plutôt nous devons léguer à nos enfants un environnement riche, généré et bienfaisant, à nos enfants et à toutes nos postérités. Alors, dans le cadre de ça, nous devons tous travailler, qu'une chaîne animée et inanimée nous puisse nous aider à travailler ensemble et créer des chaînes animées et inanimées. C'est avec ça que, dans cet espace, dans cet instant où nous sommes, je suis en train de vous dire merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John, pour cette présentation. Nous allons maintenant passer à la session de questions et réponses. Euh, Vous pouvez écrire vos questions dans le chat box et je les lirai pour vous et afin que John réponde. Et vous pouvez aussi tout simplement lever votre main pour poser votre question. La question dit quel est l'état de la mise en œuvre de la justice climatique en Afrique et celui du financement climatique? Alors, pour essayer de répondre à cette question, je vais être très, très direct. Alors, l'état de la justice climatique en Afrique actuellement, il est encore, je peux dire, en délabrement. Parce que, comme j'étais en train de le dire, nous sommes il y a toujours l'injustice climatique. Pourquoi? Parce que l'Afrique ne reçoit pas ce qu'il devrait recevoir en termes de compensation dans le cadre de, dans le cadre de pertes et dommages de ce qui s'est causé en Afrique. Si nous allons dans le cadre de la COP 21 à Paris, il a été demandé à toutes les parties prenantes, surtout les pays du Nord, qu'ils doivent nécessairement payer plus
100 milliards de dollars chaque année à, aux pays du Sud qui souffrent des effets du changement climatique. Mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de l'argent qui est déjà venu en Afrique. En 2023, j'étais présent à Nairobi avec le Sommet africain du climat. C'était allé jusqu'à 1000 milliards de dollars que l'Afrique demandait. Si nous voyons bien dans la COP, il y avait la production des coordonnées des déterminés nationales et chaque pays a donné ses besoins en termes de résilience. Chaque pays a donné ses besoins en termes de cas ou de budgets qu'ils peuvent avoir dans le cadre de la résilience et de l'adaptation aux effets du changement climatique. C'était pour essayer de travailler sur comment certains pays devraient se développer dans le cadre de l'entrepreneuriat vert et laisser les énergies qui sont soit fossiles ou soit s'investir dans des parcs, ou soit s'investir dans l'agriculture durable et tout ce qui va avec le tourisme et tout, et avec des industries qui ne polluent pas beaucoup. C'était très possible et développer des énergies renouvelables. Et il y avait des budgets. Moi, bon, j'ai essayé de lire un certain CDN. Je peux dire par exemple celui de mon pays, la RDC. C'était allé jusqu'à 46, je pense 46 milliards de dollars. Mais je ne sais pas si le pays a déjà reçu l'argent sur ça. Et parce que l'Afrique lui-même devait recevoir 100 milliards, mais ces 100 milliards n'est pas encore arrivé. Donc, l'état vraiment de la justice climatique en Afrique, actuellement, il n'est pas en bon état, je peux dire. Nous voyons des COP qui se multiplient, mais les parties prenantes, par exemple les pays du Nord, comme les États-Unis et tout ce qui va avec, ils sont en train de se dissolifier de ces actions. Alors, nous, en tant qu'acteurs, nous, en tant que jeunes, nous, en tant que euh, environnementalistes, nous continuons toujours à faire des actions pour aider nos communautés à vivre. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent que les gens ne peuvent pas vivre, mais il y a des petites actions que nous pouvons faire continuellement. Par exemple, planter les arbres, par exemple, lutter contre certaines choses, abandonner certaines énergies peut-être fossiles locales et commencer à utiliser des énergies renouvelables locales, comme je vous avais dit, par exemple, des initiatives de briquettes écologiques et faire, par exemple, l'agriculture durable. Ce sont des actions faciles que nous pouvons faire à notre niveau pour essayer à aider nos communautés, mais aussi à part cela, aider aussi à hausser nos voix plus haut pour que les décideurs puissent comprendre qu'il y a urgence d'aider les pays du Sud à quitter de cette souffrance liée aux effets du changement climatique. Merci pour ces précisions. Je vais donner la parole à Lucien. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup à Monsieur John Katiko qui salue en passant. Merci aussi pour l'initiative. Je m'appelle Lucien Sangara, je suis ingénieur agronome. J'ai une question, une préoccupation. Je voulais poser la question de savoir comment pouvez-vous valoriser les capitales humains, surtout les capitales humains de la République démocratique du Congo, surtout placer les jeunes et les femmes au cœur du développement et garantir que la population locale bénéficie de cette valorisation de leurs ressources. J'ai parlé de ça puisque notre pays, c'est un pays solution vraiment, puisque la protection de la RDC ne doit pas être normalement un don, mais une responsabilité partagée où le monde soutient les efforts du pays pour la préservation de son patrimoine naturel. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, monsieur Lucien, et salut aussi en passant. En fait, je peux répondre de ça dans le cadre du système du patrimoine, comment je vais dire, patrimoine, capital humain et tout ce qui va avec les femmes, les jeunes. La RDC étant un pays solution, comment la population profite sur l'exploitation de ressources. Au fait, je peux dire la vérité, c'est que la population, elle exploite les ressources, mais je peux dire la réalité est qu'il n'y a pas une bonne exploitation des ressources coordonnées actuellement en RDC. Mais je pense qu'avec les jours qui viennent, quand les gens seront en train de comprendre, nous allons bien exploiter nos ressources. Et personnellement, partant de cette question, personne ne refuse à quelqu'un d'exploiter ses ressources, mais on nous demande juste de les exploiter d'une manière rationnelle. C'est pas parce que la RDC est aujourd'hui pays solution qu'il ne peut pas devenir un pays problème dans les jours à venir.
Donc, nous, les Congolais, ce que nous devons faire, c'est de réfléchir sur des idées qui doivent faire en sorte que nous puissions rester pays solution. Parce que si nous nous décidons aujourd'hui d'exploiter nos ressources abusivement, sans pour autant tenir compte des systèmes de sauvegarde environnement et social, comme c'est prescrit dans les systèmes de la Banque mondiale, vous allez comprendre que à la longue, nous serons un pays problème. Donc, ne vous en faites pas. Peut-être dans les jours passés, la Chine était aussi un pays solution dans le cas du changement climatique. Il y avait des arbres en Chine, il y avait tout ce qui va avec. Mais aujourd'hui, ils se sont décidés d'exploiter. Ce qui est important, bien sûr, parce que ça leur développe, ça élève leur économie, mais ça détruit la vie des êtres humains. Alors, ce que nous devons faire, c'est de chercher des solutions durables. Disant des solutions durables, je suis en train de voir, c'est pas seulement le pétrole qui développe l'économie d'un pays. Il y a des pays qui ont de l'économie élevée à cause de l'agriculture, à cause du tourisme. Il y a des pays qui ont des économies élevées, par exemple, en ayant des énergies renouvelables, en vendant, par exemple, de l'électricité. Nous avons des barrages, nous avons des grandes chutes d'eau en RDC, par exemple, les grands Inga, les Ruzizi ici qui distribuent l'eau qui distribue le courant au Burundi, au Rwanda, qui distribue aussi, si vous allez par exemple, le Grand Inga, ça amène le courant même jusqu'en Afrique du Sud. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Par exemple, ce que l'Éthiopie a fait avec leur barrage, actuellement, ces courants arrivent même jusqu'en RDC. Donc, ce sont des solutions qui peuvent apporter beaucoup d'argent sans pour autant polluer la nature. C'est très possible. Et c'est aussi des solutions que nous devons réfléchir parce que, pour dire vrai, il y a aussi des solutions actuelles qui sont en train de dire, il y a des gens qui disent qu'on peut même exploiter le pétrole sans pour autant polluer, mais chose qui n'est pas facile alors pour certains pays comme le nôtre. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il n'y a personne qui vous refuse qui nous refuse d'exploiter nos ressources, mais nous devons les exploiter d'une manière rationnelle et bien réfléchie, tout en mettant des technologies appliquées à l'exploitation de ces ressources. Par exemple, ce qui se passe aujourd'hui à Goma, au Nord Kivu avec Krubaya, c'est une mauvaise exploitation des ressources qui fait en sorte que les gens puissent mourir de tout ce qui va avec. Donc, ça doit s'exploiter, mais d'une manière rationnelle, avec des mécanismes mis en place pour que les gens puissent bien le faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lucien, pour cette question. Je vais donc donner la parole à Salomon. Alors, merci beaucoup pour la parole nous accorder et je suis vraiment très content de la présentation avec aussi la thématique qui a été abordée, qui est une thématique vraiment, vraiment intéressante et d'actualité. Néanmoins, je vais me centrer beaucoup plus sur la communication digitale telle que John l'a développé là-dessus. Et je me dis, le corollaire déjà de cette communication digitale, c'est le fait les droits d'accès à l'information. Que les gens accèdent à une information qui est vraie et qui puisse avoir de l'impact dans la société. Néanmoins, je me dis, si on peut voir un peu toutes ces structures-là qu'il a annoncées, je parle des COP, je parle des sommets, je parle des semaines climatiques et ainsi de suite. Bon, de mon point de vue, je me rends compte que ce sont des informations qui sont capitales. Et là, on n'a pas vraiment un canal de diffusion des conclusions de ces grandes conférences. Alors, ma Mhm. question, c'est là que ça arrive, puisque comment alors on peut faire ou quelle peut être la solution pour que les gens accèdent ou la grande masse accède à ces communications-là? Puisqu'au fond, si on essaie un peu de parler de l'agriculture durable, c'est généralement la masse populaire qui pratique cela. Alors, que faire pour divulguer ou diffuser ces informations auprès de ces personnes qui sont censées mettre en œuvre cette révolution contre les changements climatiques, ainsi de suite. Voilà un peu l'intervention que j'ai dans ce sens. Merci beaucoup, Salomon. Je vais répondre aussi directement à cette question. Au fait, en termes de communication, d'abord, j'étais entendu que je ne suis pas fort expert dans la communication, mais je vais essayer quand même de répondre. Au fait, en répondant à cette question, je peux dire que il y a, comme on dit souvent que tout est communication. D'abord, c'est une erreur de notre part, nous-mêmes,
qui peuvent, par exemple, avoir cette possibilité d'arriver à ces instances, participer à la COP, participer, par exemple, à ces sommets africains, mais arriver, par exemple, au niveau local et rester calme sans pour autant en informer aux communautés locales, c'est une erreur que nous faisons, que nous devons nécessairement confesser, parce que c'est une grosse erreur. Normalement, l'information devait quitter du haut vers le bas parce que ces décisions ne sont pas prises pour qu'elles restent dans les textes. Ces décisions ne sont pas prises pour rester dans des accords et tout ce qui va avec, mais ces décisions sont prises pour être partagées à la communauté locale parce que c'est la communauté locale qui est victime directe des effets du changement climatique. Vous et nous, peut-être, on peut se dire, pour un professeur, pour un enseignant, pour un président, pour un acteur ou un humanitaire, il a peut-être l'argent de se payer un billet d'avion, il a peut-être l'argent de quitter Goma, par exemple, il peut avoir un problème, aller jusqu'à Kampala, à Bukavu et tout ce qui va avec. Mais pour quelqu'un qui vit, par exemple, dans le fin fond des villages, lui, son choix, c'est son village seulement. S'il a les problèmes là-bas, c'est juste, il n'a pas où fuir. Il ne connaît même pas où est-ce qu'il peut fuir. Alors, ce sont ces gens-là qui sont les vraies victimes des effets du changement climatique. Parce que je ne peux pas vous dire que actuellement le président de la République, par exemple, c'est un victime du changement climatique. Bon, c'est vrai, mais pas vraiment direct. Mais les vraies victimes du changement climatique, c'est cette maman qui fait l'agriculture au village et qui avait l'habitude, par exemple, de s'aimer son haricot chaque mois en septembre, mais qui voit actuellement, il n'y a pas de pluie en septembre, mais la pluie vient en décembre, par exemple. C'est cette maman qui souffre parce qu'elle sait que c'est son champ qui est sa source de revenus. Alors moi, je pense que à tous les niveaux, nous devons essayer de communiquer et faire comprendre à cette maman que c'est pas la malédiction, c'est pas un problème. Cette maman, parce que si peut-être elle a eu ses problèmes, elle va penser qu'elle a péché contre Dieu. Pourtant, c'est un problème naturel, c'est un problème qui est lié à nos actions. Alors, c'est nous de faire comprendre à cette maman qu'il y a perturbation climatique et savoir peut-être comment aider ces mamans, par exemple, à faire l'irrigation ou soit des choses comme ça pour qu'elle puisse cultiver son champ et avoir quoi manger pour les servir de ses enfants. Alors, c'est ça, en fait, ce que moi je pense que nous pouvons faire en tant que scientifiques, en tant qu'acteurs, nous qui connaissons déjà ce qui se passe dans le monde, nous devons aussi les informer parce que nous arrivons peut-être à des grandes instances et nous avons la possibilité d'arriver à des petites instances. Donc, ce que nous devons faire, c'est de ne pas garder l'information seulement pour les scientifiques, pas seulement pour les gens qui connaissent, ou seulement les gens qui peuvent se connecter en ligne, mais nous devons aussi les informer à ceux qui sont dans nos villages, qui n'ont pas la possibilité même d'avoir un téléphone Android, par exemple. Alors, c'est ce que moi je pense, et avoir des communications plus directes par rapport à notre situation, parce que ne venez pas communiquer de la même manière qu'on a communiqué à la COP. C'est pas de la même manière que tu vas amener la communication à une maman qui n'a pas étudié, mais la simple chose, c'est d'adapter l'information à tous les niveaux pour que nos peuples ou soit nos communautés locales puissent avoir accès à l'information. Bon, je pense que c'est ce que je pouvais dire sur cette question. Merci beaucoup, John. C'est un bon point, je pense, vraiment attirer l'attention des scientifiques qui doivent aussi se rapprocher des populations, des communautés locales, ne pas rester dans leur coin. Ils font de la recherche, ils assistent aux conférences et ils gardent l'information pour eux, mais pouvoir aussi se rapprocher des communautés pour les informer, battre des campagnes ou je sais pas, de quelque manière que ce soit. C'est vraiment un point très important. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à Guila. Tout le monde et merci beaucoup pour la parole. Moi, c'est Guilain. Je suis économiste et spécialiste en économie de l'environnement et des ressources naturelles et en gouvernance des ressources naturelles. Alors, en tout cas, je remercie d'abord, je félicite notre collègue qui a présenté et c'est vraiment une très bonne présentation. Alors, il a touché les grands points, ce qui est déjà bien et
et on sent que ça suscite cette envie de s'impliquer davantage dans, dans les changements climatiques. Du coup, bon, j'ai peut-être deux ou trois questions et un petit commentaire par rapport à son intervention. Alors, la première question, c'est de savoir, est-ce que pour les cas de la RDC, est-ce qu'on est dans une situation, c'est-à-dire ce qu'on vit actuellement, est-ce que ce sont des effets du changement climatique ou soit c'est vraiment, ou soit on peut appeler ça une perturbation climatique? Est-ce qu'il y a des données qui prouvent que la RDC aussi subit les effets du changement climatique ou soit c'est une perturbation climatique? Alors, le, le- la deuxième question, c'est de savoir pourquoi, bon, parce que vous avez proposé parmi les solutions durables l'atténuation et l'adaptation, mais ce sont des solutions qui sont toujours proposées, mais ça ne marche pas. On sait que ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas avec toutes ces années qu'on a déjà passées en train de sensibiliser sur le changement climatique. On sait qu'il y a toujours une résistance. Pourquoi ça ne marche pas? Et du coup, quels sont les aspects sur lesquels on devrait insister pour les cas de l'Afrique? Alors, un autre aspect, c'est un commentaire peut-être. Vous avez évoqué l'aspect de la justice climatique. Euh, Là où vous essayez de montrer ce que les pays d'ici doivent faire avec les différentes lois, les traités. Alors, je vois que à un certain moment, bon, moi je vais en tout cas réfléchir en termes comme un économiste. Il y a il y a l'aspect que vous avez évoqué, le, la part des responsabilités du Nord et la part des responsabilités du Sud. Si au niveau du Sud, on doit fournir ces efforts de continuer à préserver le, la biodiversité qui est là encore, qui nous permet peut-être d'atténuer un peu les effets du changement climatique et que le Nord devrait financer euh, en termes de coûts, d'opportunités. Parce que si nous devons mettre en place, nous devons céder l'utilisation de certaines ressources, en contrepartie, il faudrait qu'on puisse avoir d'autres revenus qui vont compenser cette absence de ces revenus parce que vous n'allez pas demander à quelqu'un de, de ne pas déforester, de ne pas utiliser telles ressources fossiles, sans pour autant lui proposer une autre ressource. Mais compte tenu de nos moyens, on sait que la plupart des ménages africains sont vraiment vivent dans la pauvreté. Et les problèmes du changement climatique repose en grande partie sur la transition énergétique. Mais on voit que ces sources d'énergie renouvelables sont trop chères. Et je ne vois pas vraiment comment un ménage va accepter de migrer vers une source très coûteuse, une source d'énergie très coûteuse, et abandonner une source, bon, polluante, mais qui est facilement accessible et moins coûteuse. Parce que si vous voyez un ménage rural qui utilise les charbons de bois, les bois de chauffe pour la cuisson, l'éclairage, etc. Alors, lui dire d'acheter des panneaux, d'abord, c'est très coûteux, les entretiens, etc. Alors, pour lui, il faudrait quand même qu'il y ait des mécanismes d'accompagnement. Et là, vous avez dit, il y a l'Afrique qui demande autant de milliards. Pour le cas de la RDC, vous avez évoqué le fait qu'il faudrait autour de 40 milliards qu'il fallait donner. Le problème se pose, c'est la gouvernance, le problème de corruption. Comment va se faire la répartition de ces ressources ou de cet argent pour que cet argent puisse toucher toutes les couches? Alors, on s'est dit, oui, c'est bon. Et si le Nord peut-être hésite encore jusque-là à débourser cet argent, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a ces problèmes de gouvernance au niveau des gouvernements africains qui n'arrivent pas à assurer une bonne transparence, une allocation des ressources qui est équitable. OK? Et donc, on peut donner cet argent, mais on va voir que c'est de l'argent qui s'est terminé
dans les poches d'une partie de la population et la grande majorité qui contribue davantage au changement climatique va toujours continuer à utiliser les mêmes actions ou à utiliser les mêmes sources d'énergie qui sont à l'origine des changements climatiques. Et donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en amont et qui devraient quand même intégrer, qui devraient contribuer à cet aspect. OK. Au fait, pour mieux vous répondre, la première question, vous aviez dit d'abord, vous aviez dit que est-ce qu'en RDC, on peut parler du changement climatique ou soit des dérèglements climatiques, c'est ça? Je peux dire que actuellement, oui, il y a déjà perturbations climatiques dans certains coins de la RDC parce que nous sommes en train de voir ce qui se passe. Moi, je peux dire ce qui se passe actuellement à l'est du pays. Il y a vraiment perturbation de saison culturelle pour les agriculteurs et c'est pas vraiment déclaré actuellement. Donc, je peux peut-être demander à d'autres experts qui sont là, ils peuvent nous aider. Mais je pense qu'en RDC, actuellement, on est dans la perturbation et le dérèglement climatique. Mais je vois que si cette situation continue comme ça dépend aussi de parties de la RDC. Mais en tout cas, c'est ça les perturbations liées plus dans les saisons culturelles. Beaucoup de gens, ça perturbe plus les calendriers agricoles des agriculteurs en RDC. Monsieur Guilla, vous pouvez m'aider à reprendre votre deuxième question, s'il vous plaît, si possible. J'essaie un peu de... En fait, Oui, la deuxième question portait sur les éléments qui font que les politiques ou les mesures des solutions au changement climatique ne marchent pas. Parce que ça faisait longtemps que ces mesures sont appliquées, mais ça ne Ah marche oui, pas. oui, 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 oui. Oui. J'aimerais tous. Vous parlez sur l'adaptation et l'atténuation. Ah, Alors, pour cette question, je pense que ce sont des solutions qui ont été données et ce sont des solutions réelles que je ne peux pas dire que ça n'a pas apporté certaines solutions. Bon, il y a des solutions qui sont là, je peux dire. Pourquoi je peux dire? Parce qu'il y a il y a au moins certains pays africains qui s'y engagent dans le cadre de l'adaptation et qui travaillent beaucoup. Nous pouvons voir par exemple l'exemple du Kenya. C'est un pays par exemple qui a cet exemple-là, surtout sur la plantation des arbres. Si vous voyez l'exemple de ces pays-là, c'était un pays qui était en train d'aller dans le sens de la déforestation. Mais actuellement, au Kenya, il y a une journée seulement dédiée à la plantation de l'arbre, où tout le monde est censé planter un arbre ce jour-là. Et ça aide, si vous arrivez dans leur capitale, dans certaines villes, il y a quand même ces initiatives de l'adaptation qui se voient dans certains pays. Mais aussi dans les zones du Sahel, il y a beaucoup de pratiques qui se font dans le cadre d'adaptation et ça apporte des solutions. Alors, premièrement, moi, je peux dire que d'abord, les changements ou les développements, ou soit la solution, c'est un processus et ça prend du temps. On ne peut pas apporter une solution aujourd'hui et avoir la réponse demain. Donc, ça va toujours nous prendre du temps pour que nous puissions arriver à ces solutions durables. Mais pour un début, nous sommes appelés à y travailler dur pour y arriver. Alors, pourquoi vous dites que ça ne va pas? Oui, vous avez raison d'une part dans le sens de l'atténuation. Parce que nous, Africains, nous essayons de faire notre part, mais les autres qui devraient nécessairement faire leur part, ils continuent dans la guerre économique. Parce que si vous voyez ce qui se passe actuellement en Occident, c'est une guerre économique. Vous allez voir les États-Unis qui vont vous dire pourquoi ne pas exploiter le pétrole. Pourtant, actuellement, l'économie de la Chine est en train d'évoluer, par exemple. Alors, cette guerre, elle fait en sorte qu'ils exploitent les ressources d'une manière abusive et cela fait en sorte que les pollutions de l'atmosphère augmentent du jour au lendemain. Alors, ça, c'est un problème très sérieux que nous devons, nous, en tant qu'Africains, aussi nous dire
comment nous allons faire pour essayer de résoudre ça. Mais pour essayer de résoudre, moi, ce que je peux penser, c'est dans le sens où nous pouvons dire que nous avons la solution. Et cette solution, c'est de faire des actions au niveau local. D'abord, essayer de faire des actions que nous pouvons, parce que nous sommes en danger. Parce que ce que nous sommes en train de voir, ce qui se passe chez nous actuellement, ce sont des signes qui montrent que la planète elle est en danger et nous sommes en danger en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Nous sommes en train de les subir. Parce qu'en Europe, il n'y a pas de désert. En Europe, il n'y a pas manque d'eau. En Europe, il n'y a pas de population pauvre à cause des inondations. Mais c'est en Afrique que nous trouvons ces gens. Alors, si nous n'essayons pas nous-mêmes à travailler sur des solutions durables qui peuvent nous aider à protéger d'abord nos communautés, je ne pense pas que c'est l'argent qui va résoudre ces problèmes. Mais je pense que d'abord, c'est la conscience personnelle. Et ce n'est pas seulement la conscience des dirigeants, mais c'est aussi la conscience des jeunes. À part les jeunes, c'est la conscience de toute la population, de toutes les parties prenantes. Donc, nous sommes appelés d'abord à la prise de conscience, d'abord, puis aller à des actions. Mais ce que vous étiez en train de dire par rapport au financement, alors moi, je ne suis pas en train de parler dans le cadre de corruption, bonne gouvernance et tout. Bon, ça va de pair, bien sûr. Et je pense que c'est pas aussi une raison de ne pas être financé, parce que tous les pays africains ne sont pas gérés par des corrompus, peut-être je peux dire ça, mais pourtant il y a beaucoup de pays africains qui ne reçoivent pas cet argent. Et même si vous dites que vous avez peur de donner l'argent parce qu'ils seront corrompus, bon, moi je pense que ça, c'est pas une raison. Moi, je pense plutôt qu'il n'y a pas encore la bonne foi pour donner cet argent. C'est que nous devons obliger d'abord, c'est qu'il y ait une cour qui va trancher sur les problèmes liés aussi au climat. Pourquoi? Parce que nous subissons, mais eux, ils ont promis de donner. Quand ils ont promis de donner, ils savaient qu'il y aura des mauvais gouvernants, mais ils n'ont pas dit dans leur speech que si un gouvernement est corrompu, on ne va pas donner. Non, il faut d'abord donner et voir ce que le gouvernement va faire avec cet argent. C'est ça, moi, ce que je pense, parce que ça ne va pas plus dans la politique, mais ça va d'abord dans le respect des engagements. Qu'est-ce que vous aviez dit et qu'est-ce que ces gouvernements sont censés recevoir en termes de financement? Et si cela est reçu, bon, moi, je pense que cela va être utilisé d'une manière ou d'une autre, mais que d'abord ça arrive pour que les populations, pour que les gouvernements voient comment ils peuvent distribuer ça à des communautés. Mais ce que tu dis, c'est vrai, parce que nos gouvernants aussi sont dans la corruption, sont dans les détournements et tout ce qui va avec. Ce sont des problèmes, mais ce n'est pas seulement en Afrique, c'est peut-être partout dans le monde, il y a ces choses, mais c'est pas parce que ça existe qu'on ne doit pas payer nos dettes qu'on a signé, qu'on doit payer aux pays qui souffrent. Alors, c'est ce que moi je pense comme solution durable à ça, mais pour des solutions, en tout cas, ça reste l'atténuation et l'adaptation, reste des solutions bonnes, mais que nous devons, nous-mêmes en tant que communauté, faire d'abord respecter et exiger à nos dirigeants de les respecter parce qu'ils en ont signé eux-mêmes et ils ont ratifié à l'accord de Paris en 2021. En tout cas, c'est ce que moi je pouvais répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, John. Et merci, Guilhem, pour les questions. Je vais donner la parole à Alexandre. Ensuite, j'irai dans le chat box où il y a aussi plusieurs questions. Donc, si vous pouvez garder les questions assez concises pour qu'on essaie de donner la chance à tout le monde de poser la question, surtout pour moi de lire les questions qui sont dans le chat box et que John ait le temps de répondre. Alexandre, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Merci beaucoup, madame. Je suis monsieur Alexandre Baraka. Je suis beaucoup plus dans le domaine de l'environnement. Je suis dans la gouvernance des ressources naturelles. Je n'ai pas assez une question. J'ai juste une appréciation de la part de monsieur John, l'intervenant du jour, qui nous a fait une bonne présentation, mais aussi de commentaires par rapport à certaines questions ou à certaines réponses qui ont été déjà données. Je voulais d'abord parler de ce qui concerne la grande difficulté liée à l'atténuation et l'adaptation dans le cas de l'Afrique. C'est que quand on est
à des conférences internationales ou à des sommets, la plus grande difficulté est que ce sont les pays du Sud qui souffrent du fait que, bon, il n'existe pas en tout cas de mesures contraignantes quant à ce qui concerne l'atténuation. Imagine que un président, une puissance mondiale, qui est la première et d'ailleurs puissance du monde et qui pollue plus, mais on se réveille le matin, on se retire des accords, il n'y a pas même une mesure contraignante, il n'y a pas aussi de tribunaux spécialisés pour poursuivre quelqu'un ou celui qui ne veut pas s'exécuter. Ça fait que nous, les pays d'ici, nous en souffrons davantage et il faudrait que nos dirigeants repensent autrement. Une autre préoccupation liée à cette même difficulté, c'est aussi les moyens qui nous sont alloués. Le moyen, j'étais étonné à l'une des occasions où c'était à ce moment-là le Fonds mondial pour la nature, WWF, qui avait présenté à la COP 29 par rapport au financement climatique à travers le monde. Et malheureusement, je me rendais compte que dans les trois grands bassins du monde, c'est dans le bassin du Congo, malheureusement, où on était à presque 3% de financement, pendant que du côté bassin amazonien, indonésien, ils étaient à presque 40 quelques pourcents de financement. Au côté bassin indonésien, ils étaient à une vingtaine de pourcents du financement. On se pose la question pourquoi nous, on est au bas de l'échelle jusqu'à ce niveau-là. Il faut aussi se dire vrai que au niveau des pays africains, nous souffrons encore d'un problème de gouvernance. Le problème de gouvernance du niveau où, quand nous prenons part à deux sommets pareils, nos politiques ne sont pas aussi si favorables à nous aider à bien se positionner dans des discussions ou dans des négociations. Parfois, on y va d'abord on y va d'une manière dispersée. Parfois, on n'a pas aussi la qualité d'homme ou le type d'homme requis pour savoir bien négocier. Parfois, ce sont des copains-copines qui vont prendre part sans aucun cahier de charges suffisant ou une matière suffisante pour la négociation. Ça ne nous aide pas du tout. Et là, je l'ai dit puisque à des sommets auxquels j'ai déjà participé, parfois je me concerte avec certains frères africains pour demander, vous, comment vous êtes venus au niveau de votre pays? Y a-t-il eu des organisations? Y a-t-il eu des préparations en amont? On trouve que ce sont des mêmes problèmes. Nous souffrons tous de mêmes problèmes presque en Afrique de cette désorganisation-là. L'environnement semble ne pas être en tout cas, en fait, le cadet presque des soucis de beaucoup de pays africains. Alors, avec ces difficultés, il y a lieu que nous repensions autrement et que dans la prise de décision, donc quand nous faisons des activités pareilles, qu'on cherche aussi à impliquer les politiques ou les gouvernants, puisque ce sont eux qui vont beaucoup plus voter les lois, les autres qui vont les appliquer, et d'une manière ou d'une autre, ça aura à nous impacter, nous tous. Il y avait une autre préoccupation, il y a un participant qui posait la question par rapport à la justice climatique. Pour cette justice climatique, on en a déjà parlé, que la grande difficulté est beaucoup plus du fait qu'on n'a pas vraiment de mesures contraignantes. Il y fallu que les Nations Unies, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, soit révisité et qu'on y mette des caractères qui soient beaucoup plus contraignants pour savoir que tel pays ou telle puissance ou tel pollueur, s'il n'a pas fait ça, voici les amendes auxquelles il est assujetti. Ça va nous aider, nous, les pays du Sud, et il faudrait que tous les dirigeants africains s'y mettent. Et pas plus tard qu'en RDC, bon, on a parlé de l'écocide, mais
c'est suivi jusqu'à quel niveau? Il est vrai que sur le niveau international, on y insiste, mais il faut qu'on ait quand même des appuis considérables pour qu'on y arrive et pour que au moins on se sente et puis aller, ça fait très mal et très mal qu'on prenne part à des sommets pareils et qu'on trouve que c'est nous qui rentrons, nous les pays d'ici, à main vide parfois, où tout ce qu'on nous donne, c'est à monnaie de singe. Voilà tout ce que j'avais comme commentaire par rapport à certaines préoccupations des uns et des autres. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Eh bien, moi, je vous remercie pour ce sujet et pour votre présentation. Ici, je parle depuis le Panama, depuis l'Amérique latine. Évidemment, on est aussi victime des effets de la crise climatique. Euh, alors, la stratégie qu'on propose, c'est d'augmenter la résilience, parce que surtout que on le voit avec les effets de la COP. Il y a des grands pays comme les États-Unis qui se retirent complètement de leurs responsabilités pour le moment, en tout cas au niveau fédéral. Mais la transition énergétique, elle continue parce que la Chine et parce que les puissances moyennes continuent d'insister pour la transition vers des énergies plus propres. Et alors maintenant ici, je voulais vous dire ce qu'on commence à mettre en œuvre, mais c'est aussi valable pour l'Afrique. Ce sont des formes d'assurance qui, pro- qui protègent entre autres les agriculteurs contre les effets du changement climatique et ça s'appelle les assurances paramétriques. Et le principe, c'est que vous souscrivez et votre gouvernement devrait demander pour que ça s'applique plus généralement en Afrique. Donc, avoir des assurances pour les domiciles ou pour les terres agricoles qui donnent des indemnisations non, non pas basées sur l'évaluation des dommages, mais sur l'occurrence d'un événement climatique extrême. Par exemple, vous avez une tourmente, un ouragan, le vent passe à une certaine puissance qui va causer de gros dommages, eh bien, vous avez droit à une indemnisation automatique. La même chose pour les sécheresses. Vous avez une période sans pluie, vous savez que vous n'allez pas avoir de récolte. Bon, bien ben voilà, on ne doit pas attendre de faire des évaluations des dommages pour avoir des indemnisations. Voilà mon commentaire. J'ai mis deux liens sur le chat pour avoir un peu plus de détails sur ce sujet. Ok, merci. On apprécie beaucoup. Ok, donc je vais maintenant aller dans le chat. S'il y a une question, la personne dit, mais le nom c'est lien ouvert. Ok, il s'agit de Denise Koubouya depuis la RDC. Nous remercions Chef Screen Africa et notre expert de ce soir, John Katikomo, pour la présentation et l'organisation de la session très bénéfique et riche. Ma question est celle de savoir, aux effets et causes du réchauffement climatique, notamment sur les causes anthropiques évoquées par l'expert causées par l'homme, en parlant des combustibles fossiles et les utilisations de ciment, on doit se déplacer et construire, on le sait bien. J'aimerais savoir comment nous devons atténuer les risques, surtout en ce qui concerne les matériaux de construction, qui est le ciment. Quelles sont les alternatives à ces causes importantes pour la survie? Ouais, merci beaucoup pour la question, Monsieur Denis. Euh, c'est quelque chose de très important que je salue aussi en passant. Au fait, la réalité est que je n'étais pas en train de dire que quand j'étais en train de parler sur la question des causes, ce sont des causes anthropiques des effets du changement climatique. Je n'ai pas dit que on ne doit pas construire avec les ciments, mais j'ai dit que la production en excès de ciment pollue l'environnement. Et quand j'étais en train de le dire, parce qu'il y a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle le,
l'étude des sauvegardes environnement et sociales dans nos communautés. C'est pour vous dire une chose, que nous tous, nous avons le droit d'exploiter nos ressources. Personne n'interdit l'autre à exploiter ses ressources, mais on nous demande systématiquement une chose, de les exploiter en respectant les sauvegardes environnement et sociales, mais aussi en respectant les objectifs du développement durable, parce que ces objectifs nous permettent de taguer beaucoup plus sur la question des générations futures. L'important n'est pas de construire une maison aujourd'hui pour que vos enfants ne puissent pas avoir une maison où vivre demain, mais l'important est de construire par exemple une maison durable aujourd'hui pour que même vos petits-enfants puissent dormir dans cette maison. Alors, la simple chose qu'il faut faire, on ne refuse pas qu'il faut produire le ciment, mais il faut le produire en respectant les principes environnementaux et sociaux. Parce que là où on produit les ciments, les populations qui vivent côté des industries qui produisent des ciments, nous en sommes témoins dans beaucoup d'industries ici, il y a vraiment la pollution de l'air, il y a vraiment l'air qui est pollué. C'est un constant très amer, mais il y a, il y a lieu de le faire tout en respectant ces principes, en utilisant des technologies appropriées, en produisant des ciments et cela ne va pas polluer l'environnement beaucoup plus. Et ce que je peux dire, il n'y a pas pollution zéro. Pour dire que on ne peut pas faire un monde sans pollution, c'est difficile, mais on peut diminuer, on peut atténuer ces actions pour essayer de les faire en respectant les principes environnementaux et sociaux. Je vais d'abord lire le commentaire d'Alexandre Baraka qui dit: Je salue la présentation de Monsieur John, toutes mes félicitations. Et ensuite, une autre personne dit aussi quelles sont les mesures d'adaptation et atténuation à mettre en place face au changement en tenant compte de la croissance démographique. Ouais, je pense que j'ai essayé de répondre à cette question. Alors, pour aller vite, j'avais déjà répondu à cette question, mais les systèmes les plus faciles pour tenir compte, tout en tenant compte de la poussée démographique, c'est ce que j'étais en train de dire. On ne refuse à personne d'exploiter ses ressources, mais il faut le faire d'une manière très rationnelle, ça c'est sûr, parce que nous sommes en train d'évoluer. Les villes qui ont existé dans le 1900, qui avaient 100 000 habitants, aujourd'hui, ces villes comptent des millions. Donc, Kinshasa, par exemple, de 1990 n'est pas Kinshasa de 2026. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Kinshasa demeure une ville bien, une ville propre et tout ce qui va avec? Les choses que les gens peuvent faire, par exemple, c'est d'essayer de faire des actions, d'abord, qui sont éco-responsables dans nos communautés. Essayez, par exemple, de planter les arbres. Actuellement, avec le morcellement des parcelles dans des villes, vous voyez, on vend quelqu'un une parcelle, par exemple, de 10 sur 10. Il construit une maison de 10 sur 8. Il ne laisse qu'une partie pour son véhicule. Et lui-même, il n'a pas où planter un arbre. Alors, vous voulez comment il va vivre? Donc, l'État doit aussi s'ingérer dans ça. Par exemple, dans les lotissements, obliger, par exemple, à la population d'acheter, par exemple, les parcelles de 20 sur 20, par exemple, pour avoir là où ils peuvent, par exemple, planter les arbres. Ça, ce sont des solutions. Deuxièmement, il y a des solutions durables comme l'agriculture, mais en le faisant d'une manière durable ou agroécologique, c'est possible aussi. Il y a l'utilisation des énergies renouvelables. Mon ami, il y a un ami qui a discuté sur cette question. C'est possible, c'est possible. Nous les faisons avec nos communautés locales ici. Nous produisons des briquettes écologiques qui sont très moins chères même que les macas que les gens utilisent. Donc, c'est facile à avoir, c'est disponible et c'est très rapide même pour la cuisson que les macas qui viennent de bois de chauffe.
Donc, il y a vraiment des solutions. Il y a vraiment tant de solutions. Il y a des lobbies, comme je vous l'avais dit, que nous pouvons utiliser pour essayer de, de, de nous adapter. Mais aussi pour ceux qui vivent dans l'atténuation, ils doivent essayer de diminuer leurs actions qui polluent l'environnement actuellement. Ouais, comme réduction, par exemple, de certaines industries en, dans la production, par exemple, de pétrole et tout ce qui va avec, diminution de certaines choses comme ça qui peuvent être à la base de la pollution de l'environnement. Ouais, merci. Ok, merci. La question qui suit vient de Victorine Jomako et je vois Victorine est encore là dans l'audience. Donc, Victorine, si ça ne vous dérange pas, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Bonsoir, bonsoir, docteur Laetitia. Et déjà, je tenais à féliciter le présentateur pour pour son brillant exposé, oui, pour ces informations très enrichissantes. En fait, ma question se focalise sur la situation de référence. Comment est-ce que on a les données initiales pour que ça serve de comparaison quand le changement sera effectif? Comment est-ce qu'on va dire à la base, on avait tel élément? En fait, quelles sont les données concrètes qu'on pourrait avoir et où les obtenir? Comme ça, on mesure facilement le changement. Donc, mon problème, c'est au niveau des mesures, des données de la situation de référence pour qu'il n'y ait pas Alors, trop spéculation. Merci. merci beaucoup, Victorine. Au fait, il y aura pas beaucoup de spéculation, bien sûr. Moi, je pense que la première des choses qu'il faut voir, c'est d'abord les groupes que j'ai cités dans mon speech, les GIEC. Il faut aller sur le site du GIEC. Il y a aussi IPCC qui publie toujours des données climatiques, l'évolution de la planète. Aujourd'hui, tout le jour, ils publient ça. Donc, ils sont à jour. Euh, Actuellement, il y a beaucoup de sites, il y a beaucoup des informations. Vous pouvez aller, par exemple, dans les sites de UNFCC ou soit des UNEP. Tous, ils publient en fonction des informations qui leur viennent des GIEC et des IPCC. Donc, moi, je pense que les sources les plus fiables, c'est les deux, qui informent beaucoup plus à temps réel. Mais aussi, il y a des informations de vos gouvernements. Il y a toujours des agences du gouvernement qui travaillent sur la protection de l'environnement dans les pays, les ministères et tout. Ils ont des données aussi, bien que beaucoup de gens pensent que les données du gouvernement ne sont pas toujours fiables. En Afrique, je ne sais pas pourquoi, mais pourtant, toutes ces données, je peux dire que nous avons dans le monde, des fois, ils prennent des informations de la part de nos gouvernements. Donc, nous devons aussi tenir compte de ces informations, mais tout en ayant beaucoup plus de temps de faire des recherches par rapport à ces données et s'outiller encore plus davantage. Mais il y a quand même beaucoup de données actuellement, même sur Internet, il y en a beaucoup. Et vous allez voir la comparaison. Vous pouvez dire, par exemple, la situation climatique de 2024, elle ne sera pas comparable de celle de 2026. Donc, il y aura toujours des décadences, soit des montées, soit des descentes et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole encore. Alors, c'était par rapport toujours à la justice climatique. J'étais en train de montrer cet aspect des recherches ou des capitalismes qui caractérisent beaucoup plus des acteurs qui sont à l'origine des changements climatiques. Parce que si on voit, en tout cas actuellement, il y a beaucoup de permis d'exploitation qui ne sont pas livrés à certains pays africains qui veulent se lancer dans l'exploitation des ressources fossiles. Mais du coup, on voit que le Nord, qui a toujours été à l'origine de ces changements climatiques, se lance toujours dans la bataille, comme l'a évoqué l'intervenant d'aujourd'hui, dans cette guerre économique. On voit ce qui s'est passé au Venezuela. On s'est dit, on nous interdit, par exemple, d'exploiter des gisements pétroliers qu'on peut avoir, mais
ce qui se passe au Venezuela, c'est pour le pétrole. Alors, pourquoi ils veulent exploiter, mais lorsque nous voulons exploiter, on nous interdit d'exploiter. OK? Et lorsqu'on nous désinterdit d'exploiter, on nous dit voilà, il y a des fonds qui vont permettre qu'on va donner pour compenser ce qu'on pourrait gagner. Mais lorsqu'on évalue en termes d'effets sur le plan économique, on voit que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et comme l'a évoqué l'intervenant, toutes les promesses ne sont pas jusque-là réalisées. Alors, est-ce qu'on doit toujours continuer à attendre que ce soit les organisations internationales qui prennent des mesures pour cette justice climatique aussi longtemps qu'il n'y a pas de mécanismes ou de mesures contraignantes qui vont pousser ces gens à respecter leur engagement? Est-ce qu'on doit toujours s'attendre à ce que la solution vienne d'eux aussi longtemps qu'ils ne sont pas soumis à des contraintes? Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Si vous avez entendu ce que M. Alexandre est en train de parler, il a essayé de parler sur cette question. Il y a aussi des politiques africaines qui ne sont pas encore très bien assises pour essayer de résoudre ces problèmes. Et nous sommes victimes et nous allons en être actuellement. Mais je pense que c'est à notre tour de réfléchir comment nous pouvons aider les générations qui viennent pour qu'ils savent aussi revendiquer ce qui les revient de droit. Parce que nous sommes ici. Il y a Alexandre qui était en train de le discuter. Il y a l'autre qui était en train de le dire, celui du Panama et tout ce qui va avec. Donc, il y a vraiment, de la Colombie. Il y a vraiment une question réelle que nous devons discuter par rapport à cette question de la justice climatique. Et c'est pourquoi j'étais en train de dire que nous devons vraiment savoir est-ce qu'il y aura un jour une cour mondiale qui essaie de résoudre ces problèmes sur les changements climatiques. Parce que je l'ai dit souvent, oui, on nous soumet par exemple à l'adaptation, c'est vrai, mais il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, bon, nos pays sont en train de vivre la pauvreté et tout ce qui va avec, mais nous avons des ressources. Pourquoi ne pas les exploiter? Il y a aussi ces problèmes-là, mais le problème aussi, c'est comment nos pays exploitent ces ressources. Nous sommes tous ici. Moi, je vis au Congo. Peut-être vous aussi, vous vivez ici. Vous voyez comment les ressources sont exploitées. Vous voyez ce qui s'est passé, par exemple, au Nord Kivu, à Ruba. Il y a mauvaise exploitation des ressources. Les gens meurent à cause de ça. Alors, bien, nous exploitons, mais est-ce que la population en profite? Alors, on ne refuse pas que les gens doivent exploiter les ressources, mais comment vous l'exploitez? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a des pays même qui ont développé les systèmes. Il y a par exemple la Russie qui exploite le pétrole en respectant les principes environnementaux. Alors, est-ce que nous avons aussi ces niveaux-là, maintenant là? Alors, tout ça, ce sont des problèmes. Alors, comme nous n'avons pas encore ces niveaux, adaptons-nous. Et si nous nous adaptons, exigeons les financements climatiques. C'est M. Alexandre qui était en train de le dire. Il y a le financement, par exemple, des bassins de l'Amazone. Ces financements, si vous les comparez aux financements qui viennent dans les bassins du Congo, ça ne vaut même pas la moitié de ce que nous recevons. Nous ne recevons que les miettes, en fait. Alors, pourquoi nous recevons des miettes? Parce que des fois, nous ne sommes pas unis. Vous allez voir dans les bassins du Congo, par exemple, le Cameroun, il se dit, je vais négocier moi-même. Le Gabon, il dit, je vais négocier moi-même. La Guinée dit, je vais négocier moi-même. La RDC dit, je vais négocier moi-même. Le Congo, Brazza, je vais négocier moi-même. Pourtant, si on pouvait se mettre ensemble et créer un bloc, je pense qu'on ne peut pas nous résister aussi, comme les autres éléphants. Alors, nous avons la possibilité d'abord de nous unir. Et je pense que c'était l'objet du sommet africain du climat. Bien qu'il y a toujours ces conflits, il y a toujours ces problèmes, chaque pays veut d'abord prendre sa part. Pourtant, si on pouvait se mettre ensemble, on pouvait faire un bloc qui va faire peur aux décideurs mondiaux, si possible. Mais s'il y a d'abord l'unification des pays africains. Alors, c'est ça, moi, mon idée par rapport à cette justice. Mais en tout cas, comme j'étais en train de le dire au début, il y a toujours cette injustice. Et comme j'étais en train de le dire, la justice climatique en Afrique est toujours dans son état de délabrement. Nous devons la reconstruire et amener l'Afrique à profiter de ce qu'il devait profiter en tant qu'Afrique comme un continent aussi solution. Ce n'est pas seulement les pays solutions, parce que notre pays est en Afrique et donc l'Afrique constitue un continent solution
pour les effets du changement climatique. Donc, nous ne devons pas nous prendre à la légère, mais nous devons exiger au monde parce que c'est nous qui avons la clé de la respiration mondiale. Alors, je pense que c'est ça. Nous sommes donc arrivés à la fin de la session de ce soir. Encore à John, notre expert, je veux dire merci du fond du cœur. Vraiment, présentation très intéressante. J'espère que dans le futur, on aura l'occasion d'apprendre sur l'éco anxiety. Je ne sais pas comment tu as appelé ça, les effets du changement climatique sur la santé. Euh, Ce serait vraiment, vraiment intéressant d'avoir cette Oui, présentation oui, sur, les éco-anxiétés. voilà, sur la plateforme. Merci d'utiliser vos emojis. Je voulais vous demander de le faire pour dire un grand merci, montrer à John combien de fois on a apprécié sa présentation. Je veux aussi dire merci à l'audience et vous souhaiter bonne soirée ou bonne journée. Cela dépend de là où vous vous trouvez. Et on va se retrouver exactement dans 2 semaines encore pour une présentation sur soirée conservation. Merci, John, et bonne soirée à toi. Merci beaucoup Laetitia, merci à Gina et à tout le monde, merci à Soirée Conservation et merci à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour cette session que je vous remercie beaucoup. Que Dieu vous bénisse.